matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis donc très heureuse de recevoir Bertrand Dutheil de la Rochère. Bonjour Bertrand Dutheil de la Rochère. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ici, en plus, merci d'accepter de jouer le jeu de ce petit studio improvisé dans les locaux, comme je dis depuis le début, de Thibaut, notre réalisateur. Je rappelle que vous êtes homme politique issu du Parti communiste à l'origine. Vous êtes passé ensuite par le mouvement chevènementiste, le Rassemblement national pour finir chez les Patriotes. On va parler un petit peu de ça aussi. En tout cas, ce qui réunit tous ces partis, on va dire, c'est le souverainisme ou en tout cas une volonté de souveraineté française. On va en parler dans quelques instants. Vous êtes un ancien conseiller régional d'Île-de-France au Rassemblement national, cofondateur du mouvement des citoyens et du mouvement républicain et citoyen, et auteur donc de ce livre que je présente ici, que vous pouvez voir en image, L'identité républicaine de la France, aux éditions Perspectives Libres. Bertrand Dutheil de la Rochère, justement, notre sujet aujourd'hui, c'est cette identité de la France et quelle place doit prendre la France. On l'a vu avec tout ce qui se passe sur la scène internationale, et puis elle-même au niveau national, comment finalement retrouver une volonté de cohésion nationale, une volonté nationale que nous avons perdue. Mais d'abord sur la scène internationale, si vous voulez bien. D'abord en étant elle-même. Il faut que la France retrouve ses permanences depuis, j'allais dire, sa fondation, il y a 1000 ans. Ces permanences, alors sur le plan diplomatique, c'est d'abord, bien évidemment, le gallicanisme. C'est-à-dire, il n'y a aucune autorité au-dessus de la France. Certes, on peut avoir des accords, y compris idéologiques, comme avec, par exemple, le Vatican, pour reprendre, mais nous devons néanmoins toujours être souverains. Ça, c'est la première chose. De même, retrouver l'unité de la nation, reprendre le mot de Tocqueville, le préfet tend la main à l'intendant d'Ancien Régime au-dessus de la Révolution. C'est-à-dire, nous sommes un pays de centralisation. Et puisque vous faisiez allusion tout à l'heure au fait que j'ai été conseiller régional, effectivement, et qu'est-ce que j'ai constaté? C'est qu'il y a, dans les collectivités locales, pas seulement dans les régions, dans toutes les collectivités locales, aujourd'hui, il y a la confusion entre l'exécutif et le délibératif. Et nous sommes bien loin de la démocratie, puisque ça se passe dans la majorité, quelle que soit la majorité d'ailleurs. Voilà. Autrefois, je veux dire avant la loi de décentralisation de 82, l'exécutif, c'était le préfet, et les conseillers régionaux, départementaux, municipaux étaient là pour conseiller, pas pour directement participer à l'exécutif. Je pense qu'il faut retrouver cette centralisation, ces tutelles du préfet sur les collectivités locales. Oui. Et puis, troisièmement, il faut sortir du débat entre socialisme et libéralisme. Nous sommes un pays colbertiste. Nous sommes un pays dans lequel nous voulons que l'État entraîne et impulse l'économie en ayant les moyens nécessaires. Et remonter très loin, je vais remonter aux 30 Glorieuses, c'est-à-dire la période entre 1945 et Giscard d'Estaing, ces 30 années où la France, il y a eu tout à fait au début, effectivement, la reconstruction, mais en 1952, 1953, la reconstruction était terminée. Et malgré les guerres coloniales, l'Indochine, l'Algérie, la France s'est développée. Elle s'est développée sur un modèle qui était un modèle colbertiste, c'est-à-dire un plan indicatif glissant, c'est-à-dire les banques, les principales banques, les principales assurances étaient entre les mains de l'État et permettaient les investissements productifs. Et un certain nombre de grandes entreprises, notamment les monopoles, je pense à l'électricité, je pense au ferroviaire, permettaient d'impulser. Et d'ailleurs, nous avons pu développer, par exemple, le programme nucléaire, qui fait que, normalement, la France, de tous les pays industrialisés, hors hydroélectricité, parce que ça, c'est la géographie, hors hydroélectricité, devrait avoir le kilowattheure le moins cher. Ouais, mais nos amis allemands, les Allemands évidemment se sont toujours opposés à ce système, eux-mêmes ayant vis-à-vis du nucléaire un certain nombre de problèmes que bien connus. Et donc, ils se sont battus
pour le démantèlement d'EDF. Et maintenant, nous avons un prix, 1 kWh qui coûte une fortune. Mais c'est contraire. C'est contraire à la logique même et c'est contraire à l'intérêt de la France. Oui, mais ça continue d'aller dans ce sens-là. On a entendu Emmanuel Macron encore dimanche parler du partage de la dissuasion nucléaire. Donc, Alors, c'est dans la dissuasion nucléaire, c'est autre chose. Oui. Et d'autre part, le partage de la dissuasion nucléaire pose d'abord un problème juridique important. C'est le traité du 12 septembre 1990, traité dit 4+2. Et donc, pour que l'Allemagne puisse avoir un droit de regard sur la dissuasion nucléaire, il faudrait l'accord de la Russie, il faudrait l'accord des États-Unis et il faudrait l'accord de la Grande-Bretagne. Donc, ça, c'est le premier problème. Oui. D'autre Donc, on part, y est encore loin, c'est ça que vous voulez dire. je vois pas. Mal la Russie. Je vois mal la Russie donner son accord. Et je vois mal les États-Unis actuels donner leur accord. Oui. Mais, vous savez, donc, on a tout eu. Donc, la deuxième chose, ça suppose qu'il y ait un individu qui puisse appuyer sur le bouton. On ne va pas réunir un comité Théodule pour savoir si on va utiliser. La dissuasion nucléaire repose sur un individu. Donc, ça suppose de désigner d'une façon ou d'une autre une sorte de super chef d'État, super chef de gouvernement, peu importe, pour l'ensemble de la défense franco-allemande ou oui, européenne. mais même, et il ne faut pas oublier Malte et la Lettonie. Donc, ce qui montre que tout ça est un peu plus compliqué que les annonces faites à la légère, on va dire, d'Emmanuel Macron. Mais justement, à quoi pensait-il à votre avis? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment à la légère ou est-ce que lui, il a une idée en tête? Je pense que leur idée en tête, c'est d'avoir un super chef d'État européen. Oui, c'est le fédéralisme européen, c'est l'intégration, c'est d'avoir l'équivalent européen du président des États-Unis. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça l'idée en tête que ont depuis le départ. Oui. Ont depuis le départ les constructeurs de l'Union européenne. Oui. Les fédéralistes, oui, bien sûr. Oui. Donc on voit bien en tout cas qu'il y a cette force aujourd'hui, et encore en France, plus que jamais, d'aller vers un européisme, une fédération européenne, on va dire, et qui va complètement à l'encontre de votre volonté de retrouver une souveraineté, puisqu'on commençait par là, de la France, et donc de retrouver une force, une voix française. Et vous disiez, il faut qu'on retrouve notre souveraineté, c'est-à-dire que personne, qu'il n'y ait pas un État ou une institution qui soit supérieure. Bon. Alors, justement, question par rapport aux partis politiques par lesquels vous êtes passé. Je le rappelle juste pour nos auditeurs, Parti communisme, Chevènement, Rassemblement national, puis vous êtes passé chez les Patriotes. Tous parlent de souveraineté. Est-ce que vous avez été déçu par la défense de la souveraineté des uns et des autres? Le Parti communiste, revenir, je veux dire, il y a 50 ans, oui. Était à l'époque le parti populaire, populiste, patriote. Mais effectivement, ce qui limitait son patriotisme, c'était la 14e condition. Alors qu'est-ce que c'est que la 14e condition? Pour adhérer au Comintern, à la 3e internationale, au moment du congrès de Tours, donc en décembre 1920, ont été acceptées par la majorité 21 conditions. Et la 14e, c'était la défense inconditionnelle de l'Union soviétique qui était en train de se construire. Ce qui a posé évidemment le problème en 1939 avec le pacte germano-soviétique. De toute façon, le Parti communiste est aujourd'hui... C'est bien de le rappeler. Pardon ? Non, je dis c'est bien de le rappeler. Voilà, et d'une certaine façon, le Parti communiste en est mort. Bon, il est mort aussi d'autre chose. Il s'est tiré une balle dans le pied avec l'Union de la gauche. Mais on va pas faire cette histoire. Si vous voulez, on peut la faire. C'est même le dernier chapitre de mon livre. Donc, c'est ensuite que j'ai rejoint Jean-Pierre Chevènement. Et j'ai quitté à regret Jean-Pierre Chevènement, parce que c'est un homme d'État tout à fait estimable,
quand il s'est résigné, et j'emploie volontairement le mot résigné, à l'euro, à l'Europe, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint Marine Le Pen, où j'ai retrouvé d'ailleurs Florian Philippot, que j'avais croisé dans la campagne présidentielle de Chevènement Tout à fait, oui, c'est vrai. en 2002. Et nous avons quitté Marine Le Pen en 2017, lorsqu'elle a cru, malheureusement, parce que là aussi, je le regrette, mais c'est comme ça, elle a cru habile de se résigner sur l'euro. de se résigner sur l'euro. Elle est entourée d'un certain nombre de gens, peu importe. Et voilà. Et si demain, elle ou Jordan Bardella arrivaient aux affaires, qu'est-ce qu'ils pourraient faire quand la France est totalement prisonnière, non seulement de la Commission européenne, mais aussi de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi de la Cour de justice de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN, mais aussi, etc. Donc, et bien sûr de la BCE. Il serait totalement coincé, prisonnier. Et il ne pourrait rien faire, ou rien en deçà de la virgule, par rapport à ce que peut faire le gouvernement d'aujourd'hui ou le gouvernement d'hier. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'on n'a pas besoin d'être légaliste, finalement? On est dans des institutions, mais nous sommes la France, et soyons politiques avant tout. Nous pouvons faire plier les institutions, nous pouvons faire plier certains traités, nous pouvons imposer. On peut le faire une fois, deux fois, et puis il y a un moment où les Français ne comprendront plus. Qu'est-ce que c'est que ces crises permanentes? C'est-à-dire ce que... je connais cette théorie. Oui, bien sûr, c'est le discours tenu aujourd'hui. Cette stratégie qui, à mon sens, marchera une ou deux fois. Mais il y a un moment où les Français ne suivront plus parce qu'ils ne sont pas pour la crise permanente. Donc, je pense qu'il faut rompre en prenant des mesures nécessaires, et puis ensuite négocier. Bien évidemment qu'il faudra négocier, c'est évident, mais il faut d'abord affirmer concrètement la souveraineté du peuple français. Oui, mais sauf que à l'inverse, on va vous dire, regardez, ils se sont résignés, Chevènement s'est résigné, Marine Le Pen s'est résignée. Pourquoi? Parce que avoir un discours de rupture, parler Frexit, parler rupture de l'euro, ça fait peur aussi. D'ailleurs, ça ne marche pas au niveau des voix électorales. Et on le voit avec Florian Philippot, qui, malgré on va dire, la foule qu'il y a dans les rues, ne rassemble pas forcément au niveau des élections. Ou alors tous les autres souverainistes un petit peu radicaux qui parlent de Frexit. Comment fait-on quand on est dans ce système-là où quand on tient ce discours fort, ça ne marche pas au niveau des votes, et quand on ne le tient pas, eh bien, vous dites qu'on sera pieds et mains liés. On cherche une solution. Eh bien, on regarde, et je dois dire, c'est un exemple, hein, je veux dire, ce qu'a fait Farage en Grande-Bretagne. Nigel Farage, oui. Et il a mis du temps, mais il a convaincu finalement la majorité du peuple britannique de sortir la Grande-Bretagne. Alors c'était évidemment d'une certaine façon un peu plus facile dans la mesure où ils n'avaient pas l'euro, mais en dehors, mais il est arrivé néanmoins à le convaincre. Donc il y a un moment où les Français s'apercevront que le véritable problème, c'est les chaînes de l'Union européenne. Oui. Ça c'est ça. C'est vrai, peut-être je serai mort, mais c'est pas grave. La France est millénaire et elle continuera à vivre. Oui, c'est sûr. Alors, Bertrand Dutheil de la Rochère, on va revenir un peu au concret maintenant. Justement, vous seriez conseiller d'un président qui cherche à véritablement imposer sa souveraineté française. Quelles seraient aujourd'hui les actions que vous mèneriez en priorité, que ce soit sur la scène internationale et sur la scène nationale? D'abord sur la scène nationale, parce que je pense qu'on peut jouer sur la scène internationale que si on est fort sur le plan national. Bien sûr, vous avez raison. Mais la première chose que je ferai, c'est restaurer une France colbertiste.
c'est redonner à la France la possibilité de sa croissance. Mmh. Car sans croissance, sans donner, j'allais dire, plus que du pain aux gens, du travail et du travail Oui. productif. Du travail productif. Il ne s'agit pas seulement du travail aidé, il faut du travail productif, c'est ça. Réindustrialiser le pays. Voilà, c'est la priorité de toutes les priorités, c'est réindustrialiser le pays. Oui. Voilà. Ça, c'est au niveau national. C'est Et au au niveau niveau international, dans la crise dans laquelle nous vivons aujourd'hui, on a entendu Emmanuel Macron prendre part dimanche à cet échange européen qui veut mettre en avant... Ah, nous avons un petit réveil dans les locaux de Thibaut. Quelle serait, vous, la position que vous tiendrez, le discours qu'il faudrait tenir à votre avis? Il faut être sérieux en ce qui concerne l'Ukraine. Ah oui. Il faut arrêter cette défense de frontières qui ont été faites par Lénine, Staline et Khrouchtchev est quand même quelque chose d'extravagant. L'Ukraine, il y a plusieurs. Il y a une Ukraine totalement russophone, totalement russe. Il y a une Ukraine orthodoxe autour de Kiev. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a une Ukraine uniate autour de cette ville qui vous permettrait de l'appeler Léopold. Léopold, c'est son nom français. Mmh. Et ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que le premier périodique dans le territoire de ce qu'est aujourd'hui l'Ukraine, le premier périodique qui, au XVIIIe siècle, s'appelait la Gazette de Léopold, était en français, et c'est la population polonaise de cette ville de Kiev, oui. Lemberg, Oui. en allemand, qui la lisait. Au moins, quand je parle de Léopold, je ne prends pas position. Oui. Bon. Et que cette région est uniate depuis l'union de Brest-Litovsk de 1596. Bon, et a une vie parfaitement différente de celle du reste de l'Ukraine, dont ils ont été séparés au premier partage de la Pologne, etc. Donc, il faut regarder l'Ukraine dans sa réalité historique. Dans son histoire complexe. Et pas se dire « Ah, mais le droit... » Attendez, on sait bien que les limites des différentes républiques ex-soviétiques ont été dessinées en fonction d'un certain nombre de critères. Je constate qu'en Asie centrale, ça pose un certain nombre de problèmes. Dans le Ferghana, il y a de temps en temps des accrochages. Et puis, je ne peux pas oublier non plus le Haut-Karabakh en ce qui concerne... Donc, on ne transforme pas des limites administratives en frontières internationales sans réfléchir. Et de la même façon, là vous dites, on peut pas, faut regarder l'histoire complexe, finalement l'identité, d'ailleurs c'est ce que vous rappelez aussi dans votre livre, hein, au-delà des frontières qui sont parfois juste un peu juridiques. Mais de la même façon, vous-même, vous dites qu'on ne peut pas sans arrêt s'opposer aux lois ou aux traités européens. Donc à un moment donné, vous dites qu'on va nous rappeler à nous-mêmes le droit, et que c'est pas forcément une bonne chose au niveau russe et Ukraine. Et de l'autre côté, au niveau européen, vous dites finalement, on peut pas non plus sans arrêt être en opposition à ce droit. Le problème du droit, c'est la paix. Donc, il ne faut pas avoir j'allais dire, le droit ne tombe pas du ciel. C'est un moment, c'est des rapports de force qui sont figés, mais les forces changent, les populations changent, il y a des migrations, etc. Donc, il faut avoir l'intelligence d'avoir du discernement pour savoir s'il est préférable d'être fixé sur tel ou tel traité, ou s'il faut négocier, des modifications. Et je pense qu'en ce qui concerne un certain nombre, et pas seulement l'Ukraine d'ailleurs, hein, je rappelais le Haut-Karabakh tout à l'heure, je regarde aussi le Ferghana en Asie centrale, et voilà, parce que
les limites administratives au sein de l'Union soviétique, parce que c'était des limites administratives, même si chaque république socialiste soviétique, théoriquement, pouvait proclamer son indépendance dès la Constitution de 1936. Mais dans la réalité, c'était des limites administratives. Donc, il faut, et on le voit très bien en ce qui concerne l'Ukraine. Un beau jour, Khrouchtchev décide que la Crimée passera de la Russie à l'Ukraine. Oui. Je pense que tous les soviets locaux et régionaux ont, à l'unanimité, approuvé ce changement et même se sont levés pour applaudir frénétiquement la mesure. Mais la réalité, ça n'a pas été ça. Bon, donc, il faut de temps en temps avoir un peu d'intelligence. Bien sûr, l'intelligence au-dessus, on va dire, des traités ou du légalisme. Et vous dites arrêtez de vous résigner sur l'euro, sur l'européisme aussi. Et c'est finalement peut-être aussi un regret que vous formulez par rapport à ces partis, Chevènement ou le Rassemblement. Ah ben oui, moi je regrette beaucoup que Chevènement ou que Marine Le Pen se soient résignés. Je pense que c'est dommage. C'est un abandon, vous pensez? Non, c'est... Conciliation. Non, parce que j'ai pas envie d'insulter les gens. Je suis pas là pour insulter les gens. Je pense que j'ai bien connu Jean-Pierre, Jean-Pierre Chevènement, j'ai bien connu. Et je pense que c'est un homme, évidemment maintenant il est plus tout jeune, mais courageux. Il a quand même quitté 3 fois le gouvernement. 3 fois le gouvernement sur des vrais sujets. Et il n'avait pas tort. En 83, sur le tournant libéral, la parenthèse libérale, disait Jospin. Voilà. On y est encore. Oui, on y est là. Sur la guerre du Golfe, et en disant que ça se terminerait au couteau, je constate que ça se termine bien au couteau. Et ensuite, la 3e fois, sur la Corse. Et on voit bien que ça, on continue. Et Sarkozy avait, en tant que ministre de l'Intérieur, avait fait un référendum sur la Corse en juillet 2003. La majorité des Français résidant en Corse et électeurs en Corse ont repoussé l'autonomie. Alors que toutes les autorités, en dehors d'Émile Zuccarelli, le maire de Bastia à l'époque, toutes les autorités poussaient à... Il y a même l'évêque qui poussait à l'autonomie. Et on recommence quand même, on cède, tout ça, mais malgré tout ça, voilà, il y a un moment où on se dit, il y a des gens qui se disent, il faut accepter le monde tel qu'il est, même s'il n'est pas bon. Merci beaucoup, oui. Bertrand Dutheil de La Rochère, et votre livre que je montre de nouveau à l'antenne, vous le voyez, L'identité républicaine de la France, aux éditions Perspective Libre. Merci encore, Bertrand Dutheil de La Rochère. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.